Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quelle semaine riche en rebondissements, quelle semaine riche en supercherie, quelle semaine riche en dîner de cons. Cette semaine au cours de laquelle nous avons vu défiler à Port-au-Prince l'envoyé spécial des États-Unis, Brian Nichols, qui est entré comme un maître d'école pour mettre au pas des enfants qui sont à la garderie, qui sont au kindergarten et à qui il dicte ce qu'il faut faire. C'est une semaine au cours de laquelle nous avons vu aussi défiler un certain nombre de faux patriotes qui, sous prétexte qu'Haïti est en proie à une crise humanitaire, approuvent cette invasion que les États-Unis et le Canada sont en train de mettre en place sous le parapluie des Nations Unies. Et enfin, c'est une semaine au cours de laquelle nous avons vu défiler un certain nombre de politiciens capables qui sont pétris d'ambition personnelle et qui ne sont mus par aucun intérêt supérieur, qui ne pensent pas au pays, qui ne pensent pas à la patrie, qui ne pensent pas à la nation, mais qui pensent à leur petit job, à leurs petits emplois, qui pensent uniquement à leur avenir et qui sont prêts à apposer leur signature au bas de n'importe quel document, même si ce document trahit la loi mère du pays, c'est-à-dire la Constitution. Et enfin, c'est une semaine au cours de laquelle nous avons vu à nu
le comportement raciste, le comportement condescendant de ces nations occidentales, de ces nations de blancs, qui continuent de traiter les peuples noirs comme des inférieurs, comme des sous-hommes, et qui s'imaginent qu'ils peuvent décider pour eux sans tenir compte du droit international. Et nous allons, au cours de l'émission d'aujourd'hui, étudier cette semaine politique haïtienne à la lumière du droit haïtien, à la lumière du droit international, mais nous allons surtout essayer de comprendre, mais pourquoi ils mettent de l'avant ce faux prétexte, à savoir qu'il y a une crise humanitaire en Haïti. C'est une fausse prémisse. C'est un narratif qu'ils se donnent et qu'ils véhiculent dans les médias, et que les médias répètent comme des piques-assiettes sans se poser la question du droit national et du droit international. Il y aurait tout à coup une crise humanitaire en Haïti, il y aurait tout à coup une résurgence du choléra en Haïti, et ça c'est vraiment une plaisanterie de mauvais goût, hein? Et je vous dirai pourquoi. Et il y aurait tout à coup la plupart des Haïtiens qui sont en insécurité alimentaire phase 5. Allez savoir ce que ça veut dire. Et pour sauver les Haïtiens de cette crise alimentaire, pour sauver les Haïtiens de cette crise humanitaire, ça prend, suivez mon regard, une invasion de troupes militaires étrangères. Oh là là! La première question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est est-ce que c'est vrai qu'il y a une crise humanitaire en Haïti? S'il n'y en a pas de crise humanitaire, de quoi s'agit-il véritablement dans cette affaire de terminaux qui sont bloqués par des bandits? Une émission chargée en analyse. Vous aurez besoin de toute votre attention, vous aurez besoin de toute votre tête là, car je vais faire appel à votre bon sens, je vais faire appel à votre capacité d'analyse pour vous aider à réaliser à quel point on est en train de nous rouler une fois de plus dans la farine, parce que les véritables enjeux dans cette invasion dont on nous menace sont inavouables. Et puisqu'on ne peut pas les avouer, on projette sur les télés, on projette, n'est-ce pas, à l'opinion publique un faux narratif. Il y aurait une crise humanitaire en Haïti. Posons-nous la question, est-ce vrai? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre à l'émission de ce matin. Pour l'instant, je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases,
Je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Voilà, avant la pause, on s'était promis d'analyser, de décortiquer, de démêler, de démystifier, de décomposer cette semaine politique haïtienne. Oh là là! J'ai le goût de lancer l'émission de ce matin avec une citation de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est le précurseur de l'indépendance haïtienne, celui qui a mis en place des soldats, des officiers, les combattants, qui a mis en place la structure grâce à laquelle les Jean-Jacques Dessalines, les Henri-Christophe, les Capois-Lamort, les Sani de Belair, les que sais-je encore, vont faire mordre la poussière à l'armée française pour conduire la colonie à l'indépendance. On sait que Toussaint Louverture a été déporté, et tandis qu'il se trouvait dans sa cellule à Fort-de-Joux en France, eh bien, Napoléon Bonaparte a dépêché auprès de lui un envoyé spécial du nom de Caffarelli qui essayait de percer le mystère de la profonde pensée politique de Toussaint Louverture, et tandis qu'il se faisait interroger par Caffarelli, Toussaint Louverture a lâché cette phrase. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armes. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armes. Et c'est cet avertissement-là que Toussaint Louverture a lancé à Napoléon Bonaparte par le truchement de son envoyé spécial. Avertissement qui n'est pas sans rappeler, qui n'est pas sans faire écho à sa fameuse phrase mythique qu'il a lancée au moment où on venait de le garrotter et qu'on s'apprêtait à le déporter vers la France. Il a dit, en me renversant, vous ne faites qu'à battre le tronc de la liberté des Noirs à Saint-Domingue. Mais ce tronc repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. Toussaint Louverture, et c'est mon privilège de vous rappeler que je viens de publier une délicieuse biographie de Toussaint Louverture. Donc vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez vaincre un peuple en armes. Et c'est cette phrase-là qui anime le peuple haïtien depuis 200 ans. Et le fait que le peuple haïtien n'a jamais baissé les armes, le fait que le peuple haïtien ne s'est jamais avoué vaincu, malgré ses péripéties, malgré ses nombreuses épreuves, malgré les nombreux obstacles dressés devant lui par les nations malveillantes qui ont toujours convoité
ses richesses. Et quand je dis nation malveillante, je parle suprêmement des États-Unis, je parle aujourd'hui du Canada, je parle aussi de la France, qui historiquement a toujours été un peuple ennemi pour le peuple haïtien. Je parle bien sûr des Allemands, des Espagnols, pour ne citer que ceux-là. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Et Haïti est comme une écharde dans la pensée des Occidentaux. Comment ce peuple-là a pu se dresser contre un système si bien huilé? Comment ce peuple-là fait-il pour continuer à survivre malgré toutes les brimades auxquelles nous le soumettons? Eh bien, Toussaint Louverture vous livre la réponse. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armes. En ceci, il a raison, le peuple haïtien est tout simplement invincible. Il peut se courber, il peut être éprouvé, il peut être humilié, et Dieu sait à quel point on l'a humilié, à quel point nous continuons d'être humiliés, mais la victoire finale nous appartiendra. OK? Donc, même si les narratifs à notre sujet sont dégradants, même si les récits qu'on se donne comme prétexte pour envahir notre territoire sont vexants, il n'en demeure que nous sommes un peuple invincible. La victoire finale nous reviendra. Alors, revenons à la première question, celle que j'ai lancée à mon introduction. Est-ce qu'il y a crise humanitaire en Haïti? Je vais vous aider à répondre vous-même à cette question. Depuis, on va dire, quelques semaines, essentiellement, les 3 terminaux principaux à partir desquels on fournissait du carburant au territoire haïtien sont bloqués. Et nous allons comprendre par qui ces terminaux sont bloqués. Pour comprendre par qui ils sont bloqués, je dois vous rappeler à qui ils appartiennent d'abord. Quand vous aurez compris à qui ils appartiennent et que vous aurez compris par qui ils sont bloqués, bien les enjeux véritables vous seront par le fait même révélés et vous comprendrez qu'il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti, voyons. Parce qu'il manque de carburant, on dit, écoutez, les hôpitaux sont en danger, les hôpitaux ne peuvent pas opérer, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. OK, mais ça ne date pas de 4 semaines, ma foi. Vous dites, ah ouais, mais parce qu'il n'y a pas de carburant, eh bien, les épiceries ne peuvent pas fonctionner, et donc le peuple n'arrive pas à manger à sa faim. Bon Dieu, le peuple haïtien n'arrive pas à manger à sa faim seulement depuis 4 semaines. Êtes-vous sérieux quand vous racontez ça? De quel pays parlez-vous? Est-ce que vous parlez d'Haïti, de ce pays où j'ai pris naissance? Est-ce qu'il parle d'Haïti, ce pays qui vous a vu naître? Donc, le peuple haïtien serait en insécurité alimentaire seulement depuis 4 semaines. Vraiment. Le peuple haïtien serait privé de soins médicaux seulement depuis que les terminaux
de pétrole sont bloqués par des bandits. Vraiment? Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Dois-je vous rappeler que selon les chiffres mêmes de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas un seul membre du personnel médical pour plus de 10 000 Haïtiens. C'est-à-dire, si vous regardez ceux qui travaillent dans le domaine de la santé en Haïti, ceux qui travaillent dans le secteur médical, il n'y a pas un membre du personnel médical pour 10 000 Haïtiens. Donc vous avez la majorité des Haïtiens qui n'ont jamais eu, toute leur vie durant, accès aux soins médicaux. Donc, ça n'a pas commencé depuis les 4 mois ou depuis les 2 mois. Si ça n'a pas commencé depuis les 2 mois, pourquoi tout à coup vous prétextez qu'il y a crise humanitaire en Haïti? Vraiment. Vous dites, ah ouais, mais les épiceries n'arrivent pas à fonctionner, tout est fermé, les gens n'ont pas accès à de la nourriture. Ah bon? C'est maintenant que vous le savez. Selon vos propres chiffres, selon vos propres statistiques, vous dites que la majorité des Haïtiens vivent avec moins de $1 par jour. La majorité des Haïtiens n'auront accès toute leur vie durant à de l'eau potable. La majorité des Haïtiens n'ont pas accès à un repas chaud par jour. Ça, c'est des statistiques qui datent de plusieurs décennies. Et là, tout à coup, vous dites, ah, le peuple haïtien est exposé à de l'insécurité alimentaire phase 5. Pourquoi pas phase 50 ou phase 500? Inventez-les, vos phases-là. Ce que j'aime avec les Occidentaux, et en ceci je suis sarcastique, je n'aime pas ça vraiment, je déteste cela. Les gens oublient que ce qu'ils racontent là, comme prétexte, ce qu'ils construisent là comme narratif, vous êtes allés dans les mêmes écoles qu'eux, vous avez eu les mêmes profs qu'eux, les mêmes profs qui vous disent que quand vous voulez conditionner une population, quand vous voulez pervertir les esprits et préparer une population à quelque chose qu'autrement elle n'accepterait pas, il faut mettre un narratif en place. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on veut conditionner une population, quand on veut préparer une population à accepter l'inacceptable? Eh bien, vous lui présentez un récit touchant, vous lui présentez une histoire émouvante. Waouh, quelle est cette histoire émouvante? Le peuple haïtien fait face à une crise humanitaire, vraiment. Vous présentez une histoire touchante et émouvante et vous allez voir, quand vous regardez les télés occidentales, quand vous suivez les médias occidentaux, quand ils parlent de crise humanitaire, ils vous prennent de vieilles images de gens qui sont à l'agonie dans des hôpitaux. Je ne dis pas que ce soit de fausses images, mais que des gens soient à l'agonie sur des lits d'hôpitaux parce qu'il manque de soins, parce qu'il manque de produits médicaux, ça n'a pas commencé pendant les dernières semaines, bon Dieu. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes les seuls à être au courant que quand on conditionne une population, eh bien on construit un narratif pour avoir un justificatif, de telle sorte que vos populations civiles puissent dire « Mais oui,
Il faut envoyer l'armée, sortir le peuple haïtien de la crise humanitaire. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Donc votre prémisse, elle est fausse. Puisque votre prémisse, elle est fausse, votre pseudo-solution ne passera pas non plus. Il y a crise humanitaire en Haïti, il y a crise alimentaire et comme solution, vous nous envoyez l'armée. Bon Dieu. Quand il y a crise alimentaire, vous envoyez l'armée. Et l'armée arrive avec du pain, l'armée arrive avec du lait, l'armée arrive avec du riz et puis bon Dieu, on applaudit les Blancs. C'est pas parce que c'est drôle que je ris. Mais je ris précisément parce que je suis en colère. Les nations occidentales continuent de penser qu'elles sont les seules à comprendre que quand on veut manipuler une population, quand on veut programmer une population, quand on veut conditionner une population à accepter l'inacceptable, on présente un beau récit, on présente une belle histoire émouvante. La vérité, les amis, et je veux vous regarder en face pour vous le dire, surtout les étrangers qui me regardent en ce moment, il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti. Est-ce que je peux vous le redire? Il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti. Il n'y a pas de crise alimentaire en Haïti. En tout cas, s'il y a crise humanitaire, cette crise humanitaire ne date pas des 2 derniers mois. S'il y a crise alimentaire, cette crise alimentaire ne date pas des 2 ou 3 derniers mois. Il y a toujours eu crise humanitaire. Vous n'êtes pas intervenu. Vous avez maintenu cela. Et tout à coup, vous voulez intervenir. On va vous dire pourquoi vous voulez intervenir maintenant. Mais puisque je dis qu'il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti, qu'il n'y a pas de crise alimentaire en Haïti, je veux vous aider à comprendre ce qui se passe maintenant. Et je veux aider nos amis journalistes occidentaux. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent.
Parce que c'est très insultant que des médias qui se proposent pourtant de présenter une nouvelle neutre, une nouvelle objective, se contentent de répéter, tels des piques-assiettes, les narratifs qui viennent directement du ministère des Affaires étrangères du Canada, du ministère du Department of State des États-Unis, c'est-à-dire le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, du Canada, sortent un communiqué et les Radio-Canada, les TVA, le journal La Presse, le Miami Herald répètent, n'est-ce pas, sans nous, les récits de nos ennemis. Quel est ce récit? Il y a crise, n'est-ce pas, humanitaire en Haïti, il y a crise alimentaire. De quoi s'agit-il? Pour comprendre ce qui se passe là maintenant, je dois vous rappeler que la vente du carburant en Haïti, c'est une affaire oligopolistique. C'est une affaire qui relève d'un oligopole. Au fait, essentiellement, la vente du carburant en Haïti se retrouve aux mains de 3 familles. Vous avez les Bidjo, qui contrôlent le terminal Lafito. Vous avez les Meuse, qui contrôlent le terminal de Vareux. Et vous avez les Bossans, qui contrôlent le terminal, n'est-ce pas, du village de Dieu à Port-au-Prince. Vous avez donc les Bidjo, vous avez les Meuse, vous avez les Bossans. Et chacune de ces familles se livre à une compétition bestiale, se livre à une compétition, n'est-ce pas, animale, n'est-ce pas, les unes contre les autres. Vous avez les Bidjo qui livrent une compétition bestiale contre les Bossans, vous avez les Bossans qui livrent une compétition animale contre les Meuse, et chacune de ces familles qui contrôle un terminal de carburant détient ses propres gangs armés. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Donc, ce qu'on appelle les G9 de barbecue, tout le monde le sait, travaillent pour les Bidjo. Et les Bidjo font affaire avec Michel Martelly, en sorte que, directement et indirectement, eh bien,
Barbecue et son G9 travaillent pour Bidjo. Et vous avez d'autres gangs qui, eux, travaillent pour les Meuses. Et d'autres gangs travaillent pour les Bossans. Pour quelle raison? Parce que, ne se contentant plus de faire de l'argent entre trois familles, eh bien, il y a des familles qui sont plus gourmandes que d'autres, qui veulent non pas avoir la majorité, mais qui veulent avoir la totalité. Alors, ces familles-là vont armer des jeunes pour nuire à telle autre famille qui contrôle tel terminal. Et cette famille qui contrôle tel terminal à qui on veut nuire va riposter en armant d'autres bandits pour aller fermer le terminal ou les terminaux des deux autres familles concurrentes. Et donc, si les terminaux sont bloqués, ils ne sont pas bloqués parce que la population haïtienne les a bloqués. Si ces terminaux-là sont bloqués, ils sont bloqués par la faute de la concurrence animale que se livrent les Bidjo, les Bossans et les Meuses. Est-ce que vous me suivez? En sorte que, si la communauté internationale, au fait la communauté des nations malveillantes était sérieuse, cette information-là dont je dispose avec mes maigres ressources, eh bien, le Canada et le département d'État, n'est-ce pas, disposent de beaucoup plus d'informations encore. Le service de renseignement du Canada et des États-Unis, ces deux services-là savent que, eh bien, si les terminaux sont bloqués, ils le sont à cause de la concurrence féroce et bestiale et animale et imbécile que se livrent ces trois familles-là. Les Bidjo arment, n'est-ce pas, Barbecue et son G9, Meuse va armer tel autre groupe de bandits, les Bossans vont armer tel groupe de bandits. Et notez une chose, les amis. Quand on veut résoudre un problème, on ne résout pas le problème en aval, on résout le problème en amont. Vous notez que Barbecue, pour ne citer que cet exemple-là, qui est un ancien policier et qui se retrouve à la tête, n'est-ce pas, d'un groupe de bandits appelé G9, lui, il reste dans son fief et il a des armes de guerre qui lui sont livrées régulièrement. Non seulement détient-il des armes de guerre qui lui sont livrées régulièrement, mais il a de la munition. C'est une chose que d'avoir des armes de guerre, c'en est une autre que d'avoir des munitions. Donc la question à se poser, c'est non seulement d'où viennent ces armes et ces munitions-là, mais comment Barbecue arrive-t-il à se pourvoir en armes et en munitions sans qu'il n'ait besoin de se déplacer? S'il n'a pas besoin de laisser le pays pour aller chercher des armes, s'il n'a pas besoin de se déplacer pour aller chercher des munitions, c'est qu'il y a des gens qui, eux, ont le permis du commerce des armes, et le commerce des armes est un commerce transnational, qui fait entrer les armes depuis un certain pays qu'on appelle les États-Unis, lesquelles armes transitent par un certain pays qu'on appelle la République dominicaine, et on vient apporter ces armes-là comme du bon pâté, comme du bon pain chaud au barbecue et aux autres bandits qui sont respectivement armés par les Bidjo et les Martelly et les Meuses et les Bossans. Donc, quand vous dites que Haïti est en proie à une crise humanitaire, vous vous foutez de nous. Vous refusez d'analyser le problème tel qu'il est. Vous refusez de regarder justement la situation telle qu'elle est. Vous préférez l'amplifier parce que vous avez des intérêts inavouables. J'ai regardé les diverses listes qui circulent et qui contiennent les noms des soi-disant ceux que le département d'État veut bloquer ou dont le département d'État veut révoquer le visa. Je dis, mais quelle gang d'hypocrites, ces ambassadeurs, ces ministres des Affaires étrangères du Canada et des États-Unis. Si moi je sais que
le commerce du pétrole est aux mains des Bidjo, des Meuse et des Bossans, à combien plus forte raison les services secrets du Canada, des États-Unis sont-ils au courant que ces bandits-là sont armés par nul autre que par les propriétaires de ces terminaux? Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Et donc, si vous voulez coopérer avec le peuple haïtien, c'est pas compliqué, vous arrêtez les Bidjo, vous arrêtez les Bossans, vous arrêtez les Meuse, vous les surveillez dans leur commerce transnational d'armes illégales. Déjà, vous bloquez leurs armes qui partent toujours de la Floride. Vous les bloquez, n'est-ce pas, dans leur point de transition en République dominicaine. Et si ces armes arrivent en Haïti, vous arrêtez Bidjo, vous arrêtez Bossan, vous arrêtez les Meuse. Pourquoi les États-Unis ne le font-ils pas? Pourquoi le Canada ne le fait-il pas? Pour une raison simple. Les Bidjo, les Meuse et les Bossans sont des gens extrêmement riches qui ont des lobbies aux États-Unis, qui financent des sénateurs, qui financent des députés, en sorte que quand leurs intérêts véritables, n'est-ce pas, sont en jeu, ils peuvent passer 1 ou 2 coups de fil et dire à tel sénateur et dire à tel congressman: mon terminal de Vareux est bloqué, mon terminal de Lafito est bloqué, mon terminal, n'est-ce pas, dans les environs de Cité de Dieu, enfin des villages de Dieu est bloqué. Envoyez, n'est-ce pas, des troupes militaires pour débloquer mon terminal. Ah bon? Ah bon? Donc Haïti devient une espèce de moulin, Haïti devient une espèce de savane, une espèce de no man's land où tout le monde peut entrer comme ça parce qu'un certain salaud du nom de Bidjo ou un certain salaud du nom de Meuse ou un certain salaud du nom de Bossan réclamerait une intervention étrangère parce que les gangs qu'ils ont armés désormais échappent à leur contrôle. C'est le fameux phénomène de Frankenstein, à force de créer un monstre et de vous imaginer à tort que vous aurez toujours le contrôle de ce monstre, eh bien à un moment donné, ce monstre vous échappe. Donc si vous voulez comprendre ce qui se passe en Haïti, regardez de plus près les noms de ceux à qui appartiennent ces terminaux et vous réaliserez qu'ils se détestent les uns les autres et ils arment des jeunes qui, parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils ont toujours été abandonnés par l'État haïtien, sont prêts à accomplir les sales besognes des Bidjo. Ils sont prêts à accomplir les sales besognes des Meuse. Ils sont prêts à accomplir les sales besognes des Bossans pour leurs intérêts personnels. Et la population haïtienne est prise en otage. Mais vous posez la question, que fait l'État haïtien alors? Rien. Au fait, j'ai reçu sur mon plateau, à plusieurs reprises, d'anciens chefs de police, d'anciens militaires, des gens qui ont l'expertise et qui disent, écoutez, la police haïtienne a la capacité de résoudre le problème. La police haïtienne est munie de SWAT team, la police haïtienne est munie, n'est-ce pas, de groupes tactiques, la police haïtienne est dotée de groupes anti-gang, mais pourquoi la police n'intervient-elle pas? La police n'intervient pas parce que la police ne reçoit pas l'ordre politique d'intervenir, ou plutôt, la police reçoit l'ordre politique de ne pas intervenir. Pourquoi l'État haïtien, pourquoi le gouvernement n'intime-t-il pas l'ordre à la police d'intervenir? Parce que le gouvernement haïtien que nous avons là
c'est le gouvernement de ces mêmes oligarques. C'est un gouvernement qui est placé là à la suite d'un tweet des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince, donc le département d'État américain, l'ambassadeur du Canada en Haïti, l'ambassadeur de la France en Haïti, les mêmes salauds, les mêmes mafieux. Donc ils ont placé là un gouvernement pour gérer le pouvoir de PHTK, le pouvoir de Michel Martelly. Et le pouvoir de Michel Martelly, c'est aussi le pouvoir des Bidjo. Je rappelle que Bidjo et Michel Martelly sont actionnaires dans le commerce du pétrole. C'est aussi le gouvernement des Bossans, c'est aussi le gouvernement des Meuse. Et là, le Premier ministre n'ose pas donner l'ordre à la police d'intervenir dans tel quartier qui est sous le contrôle de telle gang. S'il le fait, eh bien, ce serait prendre position contre telle autre famille. Et donc, pour éviter de trancher entre Bidjo, Bossan et Meuse, eh bien, le gouvernement haïtien passe l'ordre à la police de ne pas intervenir. Donc, il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti, il y a tout simplement une crise politique qui s'explique par le fait que la communauté des nations malveillantes a imposé aux Haïtiens un gouvernement qui n'a ni légitimité constitutionnelle, ni légitimité populaire, et qui est tellement impliqué dans des histoires mafieuses avec ses familles mafieuses, préfère ne pas intervenir pour éviter de trancher, pour éviter de prendre position pour Bidjo contre Bossan, pour Bossan contre Meuse. Alors, pour éviter de se mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, le gouvernement passe l'ordre à la police de ne pas intervenir. Donc, vous comprenez maintenant. Donc, vous les journalistes étrangers, vous, n'est-ce pas, les journalistes du seul journal haïtien, Le Nouvelliste, arrêtez de raconter des bêtises au peuple haïtien. Vous savez bien qu'il n'y a pas de crise humanitaire. Si vous le pensiez jusque-là, vous savez maintenant qu'il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti. Il y a tout simplement une concurrence imbécile, une concurrence animale, une concurrence bestiale entre trois familles qui chacune paye des bandits pour nuire aux autres concurrents. Et là, le gouvernement haïtien, puisqu'il fait affaire avec ces trois familles-là, le gouvernement haïtien, puisqu'il ne sert pas les intérêts de la population haïtienne, parce qu'il est placé là à la suite d'un tweet, imaginez, du corps groupe ne fait rien pour éviter de s'aliéner soit les Bidjo, pour éviter de s'aliéner soit les Bossans, pour éviter de s'aliéner soit les Meuses. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Voilà. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile
d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Maintenant, la deuxième question à laquelle nous allons vous aider à répondre, c'est la suivante. Pourquoi c'est maintenant que la communauté des nations malveillantes nous lance cet épouvantail d'invasion militaire? Je vous ai déjà appris à plusieurs reprises à cette émission que quand vous analysez une situation, vous devez distinguer deux éléments fondamentaux. Il faut distinguer le cadre, le framing. Quand vous faites une analyse, replacez, n'est-ce pas, vos informations toujours à l'intérieur d'un cadre, le framing. Mais l'autre élément important, c'est le timing. On vient de voir le framing, on comprend qu'il s'agit là de concurrence bestiale, de concurrence féroce, de concurrence imbécile, entre trois familles qui, ne se contentant plus de s'enrichir sauvagement sur le dos des Haïtiens, veulent tout avoir, quitte à bouffer les autres. Mais le timing est important. Écoutez bien. Ces familles-là arment des bandits depuis toujours. Ça n'a jamais ému l'ambassadeur américain, ça n'a jamais ému la représentante des Nations Unies en Haïti. Au fait, l'attrait perfide, l'attrait impie, Madame Lalime est allée dire aux Nations Unies combien de gangs il y a, combien d'armes il y a en circulation, combien de personnes sont tuées quotidiennement par ces gangs-là, mais personne n'en était plus ému. Mais après tout, c'est des nègres. Hein? Pourquoi est-ce maintenant que les États-Unis et le Canada, sous le parapluie des Nations Unies, décident-ils de nous entrer dans la gorge leurs militaires pédophiles? Pour quelle raison? Je vous réponds tout de suite, parce que c'est précisément à ce moment-là que Ariel Henry fait face aux plus violentes manifestations antigouvernementales. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Haïtiens de partout, du nord au sud, d'est en ouest, les Haïtiens du centre décident de marcher pour réclamer la démission d'Ariel. Mais là, si on réclame la démission d'Ariel, on vient de toucher directement à la volonté des États-Unis. On vient de toucher directement à la volonté du Canada. On vient de toucher directement à la volonté des diplomates étrangers qui se réunissent au sein d'un syndicat mafieux qu'on appelle le corps groupe. Ce même corps groupe qui a placé Ariel Henry là pour empêcher qu'il n'y ait jamais d'enquête sur l'assassinat de Jovenel, car s'il y a enquête, on découvrira que les États-Unis sont impliqués dans son assassinat. Pour empêcher qu'il n'y ait jamais de véritable procès Petro-Caribé, pour savoir comment les 4 milliards de dollars ont été dilapidés par des gouvernements approuvés par le Canada et les États-Unis, le même argent qui se trouve dans les banques dans ces pays-là. On ne veut pas qu'il y ait ces enquêtes-là. Alors on place Ariel là. Et puisque la population haïtienne, n'est-ce pas, menace le pouvoir d'Ariel, je rappelle qu'Ariel n'est pas un élu, Ariel n'a aucune légitimité constitutionnelle, il n'a aucune légitimité populaire. En ce moment précis, d'où le timing, le Canada et les États-Unis crient à haut sur le baudet. Ils nous entrent un narratif cousu de fil blanc dans la gorge. Il y a crise humanitaire en Haïti et nous devons envoyer
nous devons envoyer des troupes militaires. Parlons toujours du timing. Vous savez, la communauté des nations malveillantes, avec le Canada en tête, l'ambassadeur du Canada a convoqué Ariel Henry le 7 octobre dernier en sa résidence. Les mots ont leur sens. Dans un pays digne de ce nom, dans un État digne de ce nom, et en conformité aux règles internationales, le vis-à-vis d'un ambassadeur, ce n'est pas un chef de gouvernement. Le vis-à-vis d'un ambassadeur, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et en général, c'est le ministre des Affaires étrangères qui convoque l'ambassadeur accrédité en sa capitale. Mais Haïti, vous savez, c'est un pays de nègres traités comme des nègres, donc comme des sous-hommes par les Blancs. Vous avez un chef de gouvernement qui est placé là par les diplomates étrangers à la suite d'un tweet, je le rappelle, qui, par le truchement de l'ambassadeur du Canada en Haïti, convoque le chef de gouvernement. Avez-vous entendu ça? Vous n'entendrez ça que dans les pays nègres. Dans les pays africains, dans les pays antillais, d'anciennes colonies, l'ambassadeur du Canada convoque en sa résidence le chef de gouvernement pour lui intimer l'ordre de demander à la communauté internationale d'intervenir en envoyant des troupes étrangères sous prétexte qu'il y a, écoutez les raisons, relisez la lettre, n'est-ce pas, d'Ariel, sous prétexte qu'il y a crise humanitaire, sous prétexte qu'il y a choléra, ça c'est une blague de mauvais goût, je vais vous dire pourquoi, et sous prétexte qu'il faudra, si vous voulez, pacifier Haïti en vue des élections, à la suite desquelles ils veulent nous faire rentrer dans la gorge un Michel Martelly ou un pire salaud encore, l'ambassadeur du Canada a intimé l'ordre le jeudi 7 octobre dernier à Ariel Henry d'adresser une demande aux Nations Unies pour leur demander d'envoyer des troupes étrangères en Haïti. Et ce faisant, tout le gouvernement d'Ariel, donc les 19 traîtres, signent cette fameuse demande commandée par l'ambassadeur du Canada au nom des Nations Unies. Et ça, je vous donne une vérité pure. L'ambassadeur du Canada est à la source de cette demande illégale. Je viens de lâcher le mot. C'est une demande illégale au regard du droit haïtien et au regard du droit international. Notre ami et collaborateur, le docteur Lucien Prophète, dont c'est l'expertise, docteur en droit international, a écrit une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, lettre ouverte que nous reproduisons au bas de notre chaîne ce matin, parce que c'est important. Hein? Quand vous voulez connaître la vérité, vous devez vous adresser à des gens qui n'est-ce pas, qui sont des experts en la matière. Et le docteur Prophète nous rappelle que cette demande du gouvernement Ariel Henry est illégale et au regard du droit interne-haïtien et au regard du droit international. Au regard du droit interne-haïtien, si vous lisez la Constitution haïtienne, et je vous invite à la lire, cette Constitution, les articles 136 à 154, n'est-ce pas, consacrent ou parlent des attributions du chef de l'État. Et en lisant cet article, vous découvrirez que seul le chef de l'État haïtien, donc le président, et non pas le Premier ministre, peut engager l'État haïtien en matière de ses accords internationaux. Or, s'agissant d'engager l'État haïtien à faire intervenir sur le sol haïtien des troupes étrangères, seul le chef de l'État haïtien, donc seul le président, peut le faire. Or, en ce moment, depuis que Michel Martelly de PHTK, les oligarques et le département d'État ont assassiné Jovenel Moïse, il n'y a pas de président. Donc, il n'y a personne qui, au regard de la Constitution haïtienne, puisse engager l'État haïtien dans de telles manœuvres. Donc, la demande d'Ariel Henry, du point de vue du droit haïtien, est inconstitutionnelle, elle est illégale. Mais on s'en fout. L'ambassadeur du Canada, il s'en fout du droit haïtien. De toute manière, depuis quand le droit était important pour un pays de nègres? C'est une constitution, on s'en fout.
Mais du point de vue du droit international, puisque la communauté des nations malveillantes, entendons le Canada, la France, les États-Unis, se donnent le beau jeu d'intervenir pour sauver le peuple haïtien d'une crise humanitaire et d'une crise alimentaire, mon œil, ils auraient dû, ces pays-là, se donner un vernis de légalité au regard du droit international. Or, même du point de vue du droit international, ce qu'ils sont en train de faire est illégal. Je vous réfère à la Convention de Vienne sur le droit des traités qui date de mai 1969. Que dit cette Convention de Vienne sur le droit des traités en son article 46? En gros, la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule ceci. Aucun chef de gouvernement ou de chef d'État ne peut passer outre à son droit interne pour signer ou pour faire une demande, n'est-ce pas, à une entité internationale. Il doit d'abord s'assurer de respecter son droit interne, car s'il n'a pas la légitimité au niveau de son droit interne, il n'aura pas plus de légitimité sur la scène internationale. Donc, précisément parce que Ariel n'a ni qualité ni titre pour demander aux nations étrangères, aux armées étrangères d'intervenir sur le sol haïtien, peu en importe le prétexte, eh bien, le Canada, les États-Unis ou les Nations Unies, parce que ces pays-là ou ces entités-là sont signataires d'accords internationaux, devraient se rappeler que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne permet pas à un dirigeant qui ne respecte pas son droit interne de passer outre à sa légitimité constitutionnelle pour soit signer un accord ou signer un traité ou faire une demande, car le droit international ne peut pas violer, si vous voulez, le droit interne d'une nation ou d'une population. Mais là encore, le Canada, les États-Unis, le secrétaire général des Nations Unies, ils s'en foutent. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'un pays de nègres. Le droit, c'est pour nous, les Blancs. Le droit, c'est pour nous, les Occidentaux. C'est nous, les civilisés, mais les Noirs, c'est des sauvages. C'est des sous-hommes. On n'a pas à tenir compte du droit. Exit le droit international, exit le droit national. On va envahir Haïti parce qu'on doit protéger les intérêts de Bidjo. On doit protéger les intérêts de Bossan. On doit protéger les intérêts de Meuse. On doit maintenir Ariel au pouvoir parce que c'est nous qui l'avons placé là. Exit le droit national, exit le droit international, nous allons envahir Haïti. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Mais pour comprendre qui est derrière cette invasion des troupes étrangères, vous devez retenir un nom. Pamela White. Vous vous souvenez de cette femme perfide, de cette femme perverse, de cette femme impie qui était ambassadrice des États-Unis sous le régime de Michel Martelly. Les mauvaises langues diraient la salope, mais puisque moi, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot salope, je ne vais pas l'appeler salope. Mais si j'avais le droit d'utiliser le mot salope, je dirais qu'elle est une salope parce que c'est le mot qui qualifie le mieux cette femme-là. Imaginez une ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince qui portait le brassard rose de Michel Martelly.
Une ambassadrice dont tout le monde sait qu'elle copulait avec Michel Martelly au Palais National, qu'elle copulait aussi avec Laurent Lamotte. Ces deux-là sont derrière cette demande d'invasion. C'est cette même femme, Pamela White, qu'on appelle Pamela la salope, mais que je n'ai pas le droit d'appeler Pamela la salope parce que je suis sur YouTube. Si je n'étais pas sur YouTube, je dirais clairement qu'elle est Pamela la salope. Eh bien, c'est elle qui est allée dire devant une commission, la commission des affaires étrangères du Congrès américain, il y a à peine 4-5 semaines, que la seule solution en ce moment, parce que la population haïtienne se soulève contre Ariel Henry, la seule solution, c'est d'envoyer des troupes en Haïti. C'est elle, Pamela la salope, que je n'ai pas le droit d'appeler la salope, mais qui est quand même salope. C'est elle qui est allée dire, et c'est cette même Pamela White, vous vous souvenez, qui, quelques semaines avant l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, est allée dire aussi, je vous avais mis ce lien-là devant la commission des affaires étrangères du Congrès américain, qu'on doit mettre le président Jovenel KO et y aller avec l'option du Premier ministre. Et vous notez précisément ce qu'elle avait demandé à la commission des affaires étrangères, c'est précisément ce qui est arrivé. On a mis Jovenel KO, on y est allé avec l'option du Premier ministre, et quand le Premier ministre est en danger, elle réclame l'envoi des troupes comme un épouvantail. Et si ce n'est pas Pamela White qui est derrière cela, il y a deux autres noms que vous devez retenir. Derrière Pamela White, il y a toujours Michel Martelly et Laurent Lamotte. Ne disculpons pas Laurent Lamotte. Laurent Lamotte est là-dedans. N'oublions pas que dès les premiers instants qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, Laurent Lamotte était le premier à accorder plein d'entrevues, n'est-ce pas, à CNN et à d'autres, parce qu'il dispose de beaucoup d'argent, Laurent Lamotte, donc il paye des lobbies pour avoir des entrevues, et il était l'un des premiers à réclamer une intervention étrangère pour aider à la sécurité. Vous notez que ça a pris du temps, mais on s'en va. Pas irrésistiblement, pas de manière inévitable. Je n'ai pas dit inévitablement, car on peut encore l'éviter. On s'achemine vers ce plan macabre de la très perfide Pamela White, qui copulait avec Laurent Lamotte et Michel Martelly. Donc, elle est leur porte-parole lorsqu'elle est allée dire devant la commission des affaires étrangères du Congrès américain, il faut des troupes au sol. Puisqu'elle réclame des troupes au sol, tout ce qu'il fallait par la suite, c'était de construire un narratif émouvant, un narratif, si vous voulez, touchant, pour justifier cette invasion d'Haïti. Quand Pamela demande l'entrée ou l'invasion d'Haïti par des troupes étrangères, il y a Laurent Lamotte derrière, il y a Michel Martelly. Michel Martelly est un traître qu'il faudra punir, juger, jeter en prison. Mais ne disculpons pas non plus Laurent Lamotte qui a volé l'argent de Petro-Caribé, qui a fait assassiner des juges pour qu'il n'y ait pas eu de procès sur la manière dont cet argent-là est utilisé. Laurent Lamotte, qui, parce qu'il a volé beaucoup d'argent, peut payer des lobbies pour faire valoir son agenda politique, est derrière ces manœuvres perfides et impies de la non moins impie Pamela White pour faire envahir Haïti. Est-ce que l'évasion est inévitable? Nullement. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour qu'il n'y ait pas d'invasion. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau
toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant de voir ce que nous pouvons faire, je veux mettre à nu l'hypocrisie des nations malveillantes, en particulier l'hypocrisie du Canada. Vous savez, le Canada est un pays très hypocrite et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est un premier ministre hypocrite, mon chien. Et plus hypocrite que ça, tu meurs. Il y a quelques semaines, peut-être 2 ou 3 mois maintenant, l'État haïtien a commandé pour quelque chose comme 19 millions d'équipements militaires auprès du Canada pour pouvoir aider la police haïtienne à faire face aux gangs armés. 18 ou 19 millions. Et le Canada temporise en disant oui, nous avons un retard technique, etc. Mais ça va venir. Entre-temps, le Canada vend des blindés à l'Arabie Saoudite où on ne respecte pas du tout les droits de l'homme. Le Canada continue d'envoyer, n'est-ce pas, plein d'équipements militaires en Ukraine parce que ce sont des blancs aux yeux bleus. Mais quand il s'agit d'Haïti, qui commande à prix d'argent des équipements militaires, l'ambassadeur du Canada en Haïti, qui est un fiefé menteur, dit écoutez, les équipements vont arriver, ce n'est qu'une question de semaines ou une question de jours. L'autre menteur, n'est-ce pas, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Ray, lui aussi, il ment, il patine, etc. La vérité, c'est que le Canada est un pays hypocrite. Justin Trudeau est un premier ministre hypocrite qui reçoit des ordres du département d'État, à savoir qu'il ne faut rien faire pour désarmer les gangs en Haïti, parce que Pamela White, qui se considère comme, si vous voulez, la véritable chef d'Haïti, parce que Laurent Lamotte et Michel Martelly lui en avaient donné les titres, avait dit au Congrès américain, il faut laisser pourrir la situation, car la véritable solution consiste à envoyer des troupes au sol. Est-ce que vous comprenez maintenant cette toile d'araignée, vous comprenez cette espèce de lien de spaghetti qu'il y a entre les oligarques mafieux en Haïti et les non moins mafieux diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince qui sucent le sang haïtien, des Haïtiens qui vampirisent la population haïtienne. Pour quelle raison? Parce que le sous-sol haïtien regorge de ressources que le Canada veut voler. Le sous-sol haïtien regorge de ressources sur lesquelles les États-Unis ont toujours fait main basse, et donc il faut garder ces ressources-là comme étant leurs ressources stratégiques. Comment procèdent-ils? Ils mettent eux-mêmes un gouvernement à la suite d'un tweet, et quand la population dit non, on envoie des troupes. Maintenant, regardons ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Vous notez que, et ça c'est la bonne nouvelle dans tout cela, et vous devez toujours, dans toute situation, trouver ce petit côté où le verre est plein. Vous notez que depuis que la population haïtienne dit non à cet épouvantail d'évasion militaire, le Canada met de l'eau dans son vin et les États-Unis aussi mettent de l'eau dans leur vin. Vous avez vu comment le très menteur Bob Ray, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, vous avez vu comment il a patiné. Après qu'il avait poussé de toutes ses forces la thèse de la nécessité de l'envoi de troupes étrangères en Haïti à cause du fait qu'il y a une crise humanitaire en Haïti, depuis 2 ou 3 jours, là, après qu'il a entendu la population haïtienne qui dit on ne veut pas de votre foutue invasion, et là il dit non mais écoutez, pour l'instant le Canada n'est pas prêt à envoyer des troupes au sol, nous ce qu'on veut faire c'est un appui technique. Hypocrite mon chien. Si vous n'étiez pas un hypocrite, depuis plusieurs semaines voire des mois que l'État haïtien vous a commandé des équipements militaires pour près de 18 ou 19 millions de dollars, pourquoi patinez-vous hypocrite? Précisément parce que les gens prennent la rue pour dire non à leurs invasions, eh bien, même les États-Unis disent, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas l'envoi des troupes qu'il nous faut, eh bien, on veut collaborer, on veut inviter les Haïtiens à trouver un accord. La solution, les amis, elle est là. Dans ce que j'ai dit au début de l'émission,
de la part de Toussaint Louverture. Si vous êtes un peuple en armes, les États-Unis peuvent beau se targuer d'être la plus grande puissance du monde, le Canada peut bien se targuer de faire partie de l'OTAN et donc se donner, si vous voulez, un vernis de pays colonisateur. Si vous êtes tout le temps dans la rue en train de casser et de briser, ils sauront alors qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Et lorsqu'ils sauront qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, ils ne pourront plus entrer parce que leur population va dire, mais écoutez, la population haïtienne elle-même ne veut pas de votre foutue invasion, pourquoi vous y allez? Voici ce qui est en train de faire reculer le Canada et les États-Unis. Ne ramollissez pas dans vos protestations. Continuez à dire non de toutes vos forces. Continuez à dire à qui veut l'entendre que vous ne voulez pas d'une autre invasion étrangère qui va vous apporter le choléra. Voilà la blague de mauvais goût. Les Haïtiens sont morts du choléra parce que les troupes onusiennes nous ont foutu le choléra après le tremblement de terre. Et là, pour nous faire peur, ils sont en train d'inventer un autre narratif, à savoir qu'il y a une résurgence, n'est-ce pas, de l'épidémie du choléra en Haïti. Foutaise. Au fait, si vous aviez un minimum de respect pour nous, vous éviteriez, n'est-ce pas, d'utiliser le mot choléra parce que c'est vous qui nous l'avez foutu. Depuis 1993 que vous entrez en Haïti, la semaine dernière, j'ai lu toutes ces putains de missions que vous nous avez envoyées. Depuis 1993, pas moins de 10 missions. La MITNU, la MIPONU, la MICA, la MINUA, la MANU, la MIF, la MINUSTA, la MINIJUST, MINIJUST, mon œil, vous auriez dû dire MINIJUP, parce que vous nous avez envoyé un tas de pédophiles qui ont sodomisé nos mineurs, nos jeunes, qui les ont mis enceintes. Et enfin la BINU comme mission. Qu'est-ce que ça donne là? 10 missions très coûteuses depuis 1993. Quel en est le bilan? Vous êtes entrés pour renforcer nos institutions, pour aider la police, pour aider le peuple haïtien. Mais où est le bilan? La vérité, c'est que vous considérez Haïti comme un laboratoire de rats. Quand vous voulez essayer une formule, quand vous voulez jouer à la Frankenstein, quand vous voulez, n'est-ce pas, jouer au sorcier apprenti, vous envoyez des pédophiles, des soldats pédophiles en Haïti pour voir si vous pouvez reprendre cette même formule dans un autre pays de nègres. Non, vous n'entrez pas dans notre pays. Et la seule façon d'empêcher que les États-Unis, le Canada et les Nations Unies ne nous envoient leurs troupes pédophiles, c'est de renverser Ariel. Et d'être tout le temps dans la rue en cassant tout ce qu'il faut casser. Un violent n'entend que la voix de la violence. Si vous ne cassez rien, ils ne vont pas vous entendre. Il faut tout casser. Vous dites, ah oui, mais fils aimé, franchement, on ne va pas casser. Car il faudra construire. Si on casse, c'est de la violence. J'aime entendre ce discours de résigné et d'aliéné. J'avais reçu mon ami Jafrique Haïti sur mon plateau et tous les deux on rappelait que lorsque le raciste Bonaparte a envoyé Leclerc à Saint-Domingue pour faire rentrer sur les plantations d'esclaves les Noirs, etc., Toussaint Louverture a donné l'ordre à ses officiers, y compris à Christophe, de foutre le feu partout. Il a dit, il faut que nos ennemis marchent sur les ruines de ce que nous avons construit. Et Christophe a mis le feu en premier dans son manoir superbement meublé. Mais c'est ce même Christophe qui, devenu roi, est dans l'histoire d'Haïti le plus grand bâtisseur. Donc, le fait par moi de tout casser aujourd'hui ne m'empêchera pas de reconstruire quand viendra le temps de construire. Casser aujourd'hui, c'est la seule arme dont on dispose
pour exprimer l'inacceptabilité sociale de cette occupation. Si on se résigne en se disant, mais écoutez, il s'agit des Nations Unies, c'est inévitable, ils vont nous entrer ils vont nous entrer dans le derrière, leurs troupes pédophiles. Comment faire en sorte que ces troupes-là n'entrent pas? On manifeste notre colère, on renverse Ariel Henry. Aussi longtemps qu'on a Ariel Henry au pouvoir, cet épouvantail d'invasion restera. Telle une épée de Damoclès sur le peuple, sur la tête du peuple haïtien. Il faut renverser Ariel par tous les moyens. Désobéissance civile, la casse, le boycott et tout. Et on reconstruira notre pays comme Christophe avait reconstruit son royaume après qu'il avait foutu le feu partout pour faire en sorte que Leclerc marche sur les cendres et sur les ruines. Nous n'avons d'autres armes, les amis. Le peuple haïtien n'a d'autres armes que la manifestation de sa colère. Alors, n'écoutez pas ceux qui disent, écoutez, il ne faut pas la violence. Depuis 200 ans que vous subissez la violence, il est temps de vous faire respecter. Le pays n'appartient pas à Michel Martelly, le pays n'appartient pas à Laurent Lamotte, qui peuvent payer Pamela White pour qu'elle pousse auprès de la commission étrangère du Parlement son agenda d'invasion. Le pays n'appartient pas aux Bidjo, aux Bossan et aux Meuse. Il faudra arrêter ces trois salauds-là, les juger pour corruption et pour complicité dans les crimes. Et si le département d'État américain est sérieux dans ses menaces contre ceux qui arment les gangs, il faudra arrêter Bidjo. Il faudra arrêter Bossan. Il faudra arrêter Meuse. Si le département d'État est sérieux dans sa menace, il lui faudra arrêter Michel Martelly qui entre-temps vit à Miami. Il faudra arrêter la femme de Michel Martelly, Sophia Martelly. Il faut arrêter le beau-frère de Michel Martelly, Kiko Saint-Rémy. Il faut arrêter aussi Laurent Lamotte. Ces gens-là ont leur propre gang. Et vous allez voir, on va révoquer les visas de quelques petits joueurs. Mais ces grands joueurs-là, qui payent des lobbies aux États-Unis, ces grands joueurs qui financent les campagnes des sénateurs et des congressmen, on ne les touchera pas. Donc on ne peut pas compter sur le département d'État. Pour résoudre nos problèmes de sécurité, nous devons le faire nous-mêmes. Mais pour y arriver, nous devons reprendre le contrôle de nos pays, de notre pays. Le premier pas vers la reprise du contrôle de notre pays, c'est de renverser Ariel. On le renverse par toutes les façons. Et les 19 traîtres, membres de son gouvernement, peu importe qui ils sont, qui ont signé cet acte de haute trahison, punissez-les. Puisqu'il n'y a pas de justice institutionnelle en Haïti, ils vous tyrannisent ces salauds-là, punissez-les en retour. J'espère que vous comprenez de quoi il s'agit maintenant. Il n'y a pas de crise humanitaire, il n'y a pas de crise alimentaire. Il y a tout simplement une concurrence imbécile, féroce, bestiale entre Bidjo, Bossan et Meuse, ces trois familles qui prennent 13 millions d'Haïtiens en otage. Une communauté de nations malveillantes qui est complice de ces trois familles, parce que ces trois familles ont leur argent dans leur banque. Et ces trois familles, à leur tour, livrent nos ressources à leur compagnie, à ces pays-là. Punissons-les et disons non. Un non ferme, un non fort à l'invasion du Canada, à l'invasion des États-Unis d'Haïti. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Et si les États-Unis et le Canada osent envahir notre pays, que chaque Haïtien devienne un caco. Bonne semaine. Likez si vous aimez, distribuez cette émission. Et surtout, continuez à commander ce petit bijou de livre, cette biographie de Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Merci,
À la semaine prochaine. Au revoir.